dans l'atelier Impact du changement global sur les organismes marins. On va parler du changement global, en particulier du changement climatique. On va faire une brève introduction sur ce que c'est le changement global. Et après, vous allez faire une petite expérience avec les organismes que vous avez. Alors, un des principaux gaz qui est à l'origine du changement global, c'est le dioxyde de carbone. Vous avez déjà entendu parler. Le dioxyde de carbone, il est émis dans l'atmosphère de différentes façons, notamment par la combustion des énergies fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon. Et tout ça, ça contribue à émettre des émissions massives de CO2 dans l'atmosphère. Il faut savoir que le gaz carbonique, il a toujours été présent dans l'atmosphère, il a toujours oscillé au sein de l'atmosphère, entre des valeurs qui variaient entre à peu près 180 parties par million, donc en pourcentage, on parle de parties par million, c'est-à-dire une petite molécule, particule par million de particules en l'air. Donc le gaz carbonique a toujours varié à peu près entre 180 et 280 ppm, parties par million, lors des 400 derniers milliers d'années avant aujourd'hui. Et si vous regardez la fin de cette courbe, on voit bien que le gaz carbonique a continué à augmenter, et puis qu'il a augmenté vraiment de façon drastique jusqu'à des valeurs actuelles qui atteignent presque 400 parties par million. Donc on a une augmentation sans précédent dans l'histoire de la Terre. C'est cette augmentation en gaz carbonique qui induit le changement global, qui est un gaz qui un des gaz principaux qui va induire ce changement climatique. D'autres gaz qui interviennent dans le changement climatique, mais celui-là est particulièrement important. Et il est particulièrement important notamment dans le problème de réchauffement climatique. Alors ce gaz carbonique, c'est un gaz à effet de serre. Alors, vous connaissez peut-être le principe de l'effet de serre. Donc s'il n'y avait pas d'effet de serre sur la planète, s'il n'y avait pas cette couche de gaz dans l'atmosphère qui retenait le rayonnement qui vient du soleil, eh bien tout repartirait dans l'environnement, dans l'atmosphère, et serait perdu par la planète, et donc on aurait des températures relativement faibles à l'échelle de la planète. On a donc la vie qui existe grâce à cet effet de serre, grâce à ces gaz à effet de serre, qui permettent de maintenir le rayonnement à la surface de la planète, et donc de maintenir une température moyenne à l'échelle de la planète d'environ 15 degrés. Voilà, mais ces gaz à effet de serre, ils augmentent, et ils retiennent de plus en plus ce rayonnement au niveau de l'atmosphère terrestre, qui entraîne une augmentation de la température. Alors cette augmentation de la température, il y a des réalisateurs qui sont capables d'estimer de combien elle pourrait augmenter dans les années à venir. Donc il y a différents modèles qui existent, qui sont représentés ici de différentes couleurs et qui correspondent à différents scénarios qui prennent en compte des scénarios démographiques, des différences d'évolution du nombre de personnes sur la planète, qui prennent en compte aussi l'évolution des technologies. Est-ce qu'on va continuer à utiliser de la même manière les énergies fossiles comme le charbon, le gaz, le pétrole? Est-ce qu'on va continuer à polluer l'atmosphère? Est-ce qu'on va passer à des énergies renouvelables? Et est-ce que tous les pays émergents, comme l'Inde, la Chine, est-ce qu'eux, ils ne vont pas utiliser de plus en plus ces énergies fossiles? Et est-ce que ça va pas polluer de plus en plus notre atmosphère? Donc voilà, avec ces différents scénarios, il y a des scénarios qui sont vraiment super optimistes, où tout le monde arrêterait d'utiliser les énergies fossiles, où la population sur la planète n'exploserait pas trop. Et dans ces cas-là, on pourrait s'attendre à avoir une augmentation de la température d'ici la fin de ce siècle, qui serait proche de 2 degrés. Ça augmenterait, mais pas trop. Par contre, dans le cas le plus pessimiste, on pourrait s'attendre à avoir une augmentation de l'ordre de 5 degrés de la température d'ici la fin de ce siècle. Alors, ce que nous, on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre en considération cette température la plus extrême, de 5 degrés. Et donc, sur une série de paillasses, vous avez des aquariums à la température ambiante de la pièce
c'est-à-dire à peu près 20 degrés. Et sur l'autre série de paillasses, vous avez des aquariums dont la température est augmentée de 5 degrés, donc à 25 degrés. Donc ici, on a des conditions, on va dire, ambiantes actuelles, et ici, on aura des conditions futures. Alors, on est à 20 degrés dans les aquariums parce que la pièce est chauffée. Il faut savoir qu'actuellement, la température de l'eau est un petit peu plus faible, voire beaucoup plus faible, puisqu'elle est environ à 15-16 degrés. C'est des organismes qu'on trouve beaucoup dans la zone intertidale, donc qui, à marée basse, en plein été, peuvent subir largement des températures de 20 degrés. Mais là, ça va nous permettre de comparer ce qui se passe chez ces organismes-là à 20 et à 25 degrés. Alors la question, c'est de savoir comment ils répondent. Et les organismes répondent de différentes manières à l'augmentation de la température. Toutes leurs fonctions physiologiques, elles sont affectées par la température. Leur croissance, leur reproduction et également leur respiration. La respiration, c'est un paramètre qui est assez facile à mesurer chez les organismes marins. Nous, on le fait assez régulièrement en laboratoire lors de nos expériences. Donc, c'est ça que vous allez faire aujourd'hui, c'est essayer de mesurer la respiration de différents types d'organismes dans des conditions ambiantes de 20 degrés, dans des conditions futures de 25 degrés. Alors, je vais vous montrer un petit exemple de résultats obtenus chez des moules à différentes températures expérimentales qui varient entre 5 degrés et 35 degrés chez Mytilus gallocoracialis. Et donc les résultats sont exprimés en termes de taux de respiration en milligrammes d'oxygène par gramme, donc par biomasse d'organisme et par heure. C'est l'unité que vous allez utiliser vous après pour vos résultats. Sauf que ce ne sera pas exprimé par gramme de biomasse d'organisme parce qu'on ne va pas avoir le temps de les peser, mais ce sera exprimé par individu. Les individus font à peu près la même taille dans les aquariums, vous pourrez comparer de 2 à 20 et à 25 degrés. Ils ne font pas la même taille par contre selon les espèces que vous avez, et vous pourrez après comparer un petit peu en fonction des tailles d'individus que vous avez. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que la respiration, les taux de respiration augmentent avec la température. Ils augmentent jusqu'à un optimum, donc la température à laquelle la respiration est la plus élevée. Là, ici, on est à presque 25-30 degrés. Et puis après, on voit que les taux de respiration se cassent la figure. Donc, grosso modo, généralement, la respiration augmente avec la température jusqu'à un certain point. Le stress est tel qu'après, ça se casse la figure et la respiration diminue. Donc, vous allez faire maintenant vos expériences sur vos organismes. Il y en a qui ont des crabes, d'autres des gibules, qui sortent de l'hydromno. Après, on a des algues. Et les derniers, au fond, vous savez ce que vous avez dans vos aquariums ou pas? Des acidies, voilà. Donc, 4 types d'organismes différents. Vous verrez comment chacun réagit. Et ensuite, vous pourrez comparer entre 20 et 25 degrés ce qui se passe. Alors, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est que vous allez enfermer vos organismes dans ces petits pots-là. Alors, nous, au laboratoire, on utilise du matériel un petit peu plus perfectionné. Mais ça marche aussi avec des choses simples, comme ces petits pots en plastique-là. Et un oxymètre, comme celui que j'ai ici. Donc si vous enfermez votre organisme sous l'eau dans votre petite boîte en plastique, et si on mesure la concentration en oxygène au début et à la fin, vous allez être capable de déterminer le taux de respiration de votre organisme. Okay. Donc juste une petite précaution à prendre, c'est d'éviter qu'il y ait des bulles d'air qui soient renfermées dans la chambre. Donc vous fermez bien avec l'organisme à l'intérieur du petit pot. Vous fermez bien le pot sous l'eau en évitant d'y introduire des bulles d'air. Sinon, avec l'appareil, en fait, qui mesure que l'oxygène dissous, ça va perturber les mesures. Donc, je vous laisse faire. Sur des bigorneaux, vous en mettez 2 par pot. C'est pour avoir une biomasse assez conséquente pour avoir un taux de respiration. Vous laissez vos bocaux, vos petits pots dans les aquariums. Ça va plus. Du moment que ça bouge pas trop, après ça va se stabiliser. Voilà. Comme ça, comme l'eau de l'aquarium est chauffée, ça va chauffer aussi le bocal.
Là, je vais faire la mesure avec l'oxymètre. Ça prend un petit peu de temps pour s'équilibrer. Donc là, on isole l'organisme en fait, de l'aquarium et puis derrière, on le relâche pour voir le taux de respiration. Alors, là, je prends la valeur dans l'aquarium parce que c'est la même que celle du petit bocal. Et à la fin, en fait, on va mesurer directement dans le petit bocal pour voir combien il reste d'oxygène et combien l'organisme a consommé d'oxygène. Donc 7,5 dans le premier. 7,4. Gibule à 20 degrés. 7,8. Le calcul, ici, correspond en fait à la concentration en oxygène de la fin, moins la concentration en oxygène du début, multiplié par le volume de la chambre et divisé par le temps. Donc on va avoir des chiffres négatifs pour la respiration. Alors on va attendre encore un petit peu, on a commencé à 16h les mesures, on va attendre une bonne dizaine de minutes avant de commencer les mesures finales. Donc là cette fois-ci c'est vous qui faites les mesures, je vous passerai un oxymètre. Et donc à la fin de l'incubation, ce que vous faites, vous ouvrirez vos chambres, alors surtout ouvrez-les à l'extérieur de l'omère de l'aquarium pour pas qu'il y ait de mélange, et vous faites vos mesures les uns après les autres. Comme ça, on pourra comparer un peu les taux de respiration qu'il y a entre les différentes espèces et aussi voir ce qui se passe entre 20 degrés et 25 degrés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les crabes à 20 degrés, à 25 degrés, puis après, vous passez l'oxymètre dans les différentes paillasses. Et vous m'annoncez les valeurs pour que je les note dans le tableau. Alors, ce n'est pas le matériel que nous, on utilise en laboratoire. Ce n'est pas non plus ce type de chambre qu'on utilise. On a des choses un peu plus perfectionnées. Bon, 3,3. Ça tient, ça prend en compte aussi Ça commence à se stabiliser tout doucement, je suis à 1,9. 1,9. Donc, pour le crabe, on est à un taux de respiration d'environ 3-4 mg d'oxygène par organisme et par heure. Et on voit déjà une petite tendance avec une augmentation de la consommation d'oxygène aux températures les plus élevées. Si tu agites un petit peu la sonde, ça devrait accélérer un petit peu l'équilibre. Alors là, on voit des différences assez flagrantes. Vous pouvez voir déjà là, entre les gibules et les crabes, on a quand même des grosses différences de respiration. Moi je suis à 4,9. 4,9. Qu'est-ce que vous me dites là maintenant en termes de différence entre les organismes? Comment ça s'interprète en fait? Différence entre les températures. Le crabe, le taux d'inspiration est plus élevé, pourtant c'est pourquoi on a des données négatives? Alors, pourquoi? Parce qu'ils ont consommé de l'oxygène. C'est une consommation. Voilà, c'est une consommation, et comme le calcul se fait par différence entre la valeur de fin moins la valeur de début, et comme il y en a moins d'oxygène à la fin qu'au début, ça donne une valeur négative. Après, Ouais. au final, c'est pas ce que je pensais, puisque c'est l'acidité qui consomme enfin, qui est plus sensible à l'augmentation de chaleur. Qui est plus sensible à l'augmentation de chaleur. Au départ, ce qu'on disait, c'est que ce serait l'acidité qui consommerait le moins d'oxygène. On ne parlait pas de différence entre les températures. Alors ça, c'est assez intéressant que ce soit ici qu'il y ait plus de différence. Pourquoi, d'après vous, il y a plus de différence chez l'acidité quand la température augmente que chez les autres? Elle supporte moins bien, voilà. Et pourquoi elle supporterait moins bien que les autres organismes? Parce qu'elle est fixée. Elle est fixée, donc du coup, elle est habituée à Elle est fixée. À quel Et endroit elle se ça vit? situe où? C'est quoi son milieu de vie finalement à l'acidité? Non, justement, c'est subtidal, hein, voilà. Et toutes les autres espèces que vous avez ici, elles se trouvent en intertidal, dans des endroits où la température varie déjà énormément. Par contre, les acidies, elles se trouvent en subtidal, dans un milieu où la température est relativement stable. Donc, elles ne sont pas forcément adaptées à des gros changements de température. Donc, c'est peut-être cette raison-là qui fait qu'on a une augmentation assez forte de la température. Les crabes, c'est ceux qui respirent le plus. Là, pourquoi?
Sur le volume de l'organisme. Voilà. Alors on parle pas de Masse, volume finalement, masse. mais de biomasse, parce que l'acidité tout au fond finalement en volume elle est quand même assez grosse, mais si vous la pesez en poids sec, c'est-à-dire en matière organique, la matière qui respire, et ben, il y a beaucoup moins de biomasse qu'un crabe. Donc là les crabes sont les plus gros, c'est ceux qui respirent le plus, ils bougent pas mal aussi, et là entre les deux groupes il n'y a pas trop de différence, alors c'est un peu étonnant. Mais vous me disiez que... Le tien, il faisait le marathon. Voilà, il faisait le marathon, donc il bougeait énormément. Et toi, le tien, il était super calme. Donc ça aussi, ça influence les changements de respiration. Et là, en l'occurrence, ça les influence tellement qu'on n'a presque plus de différence liée à la température. Les différences qu'il y a, elles sont surtout liées au fait qu'il y en a un qui bouge beaucoup et pas l'autre. Le mien, il s'est économisé en fait. Voilà, il se repose. Mais ça peut être une réaction à la température aussi, qui soit plus calme. Voilà, ça peut être un stress aussi, du coup, il arrête un petit peu de bouger. Et donc, pour les algues, qu'est-ce qui se passe? Production. Production où? Production à 20 degrés. Ouais. Enfin, elle a ni produit ni consommé. Ni produit ni consommé. C'est une valeur positive, donc elle a un produit. Ouais, mais... Alors, elle a plus produit d'oxygène que de consommé d'oxygène. Et pourquoi? Parce que la lumière dans la salle est très faible, donc la photosynthèse est très faible. Mais là, c'est un bilan vraiment entre photosynthèse et respiration. Donc, on est presque à l'équilibre, en fait. Là, elle respire autant qu'elle photosynthétise. Mais par contre, à l'obscurité, enfin, à la température la plus élevée, ça respire encore un peu plus. Et là, c'est difficile de savoir parce que qu'est-ce que ça cache, cette valeur? Est-ce que c'est la photosynthèse qui diminue lorsque la température augmente, ou est-ce que c'est la respiration qui augmente avec la température? Donc là, pour les algues, c'est pas toujours évident. Et pour avoir la réponse, en fait, il faudrait faire la mesure à l'obscurité pour avoir que la valeur de respiration et être capable de dire ce qui bouge vraiment par rapport à la température. Voilà.